père était sculpteur traditionnel. Il sculptait tout ce qui est meubles traditionnels que tous les autres sculpteurs sculptent généralement au Bénin. Et je suis resté à ses côtés après mes études primaires pour apprendre. Au début, c'était difficile. Je refusais de rester à l'atelier, tout ça. Mais à un moment donné, j'ai pris conscience et j'ai commencé par prendre goût à ce qu'il faisait. Et c'est là que je suis resté près de lui pendant quelques années pour avoir la base de la sculpture sur bois. Et c'est là qu'il m'a entraîné dans le savoir. Il m'a inculqué le maximum possible. Après, il m'a envoyé en stage à Cotonou, au Hall des Arts. Je suis resté là, donc j'ai eu le temps d'apprendre tout ce qui est de la sculpture traditionnelle, la base. Mais à un moment donné, il y avait cet ennui qui a commencé par m'animer. J'étais ennuyé. Je trouvais que j'étais trop limité si je dois continuer de sculpter, de faire la sculpture traditionnelle. Donc je ressentais une faim, c'est-à-dire faire plus que ce que je vois et ce qui a été déjà fait. Et c'est là que j'ai commencé par chercher qu'est-ce qu'il faut faire, qui est-ce qu'il faut voir. D'abord à la maison, moi-même, j'essayais des choses un peu différentes de ce qu'on avait l'habitude de voir. Et c'est là que pendant une exposition organisée à la Place des Martyrs, il y a M. Dominique Zingpe qui était là et qui a vu quelques-unes des œuvres traditionnelles que je faisais à l'époque et qui demandait c'est qui a fait ça. On avait dit que c'est moi. Et il dit Sébastien, bon, il faut que tu passes me voir. J'ai été le voir, je suis resté dans son atelier pendant des années. J'ai collaboré en fait avec lui pendant quelques années. Et après, moi-même, j'ai vu d'autres possibilités de sculpter le bois. Cette collaboration m'a permis de voir d'autres choses. Et c'est là que je me suis lancé réellement. Bien que la collaboration continuait, moi-même à la maison, je faisais mes trucs que j'ai envie de faire, tout ça, je créais, je prenais des souches de bois, des racines, des trucs que je sculptais, des bois qui ont des formes bizarres, qui m'intéressent, je les prends, je sculptais, je faisais des trucs comme ça. Et après, lui-même, il a vu mes travaux et puis comme ça, j'ai commencé par avoir des opportunités de voyage, de travail, d'exposition, des trucs. Et c'est comme ça que je suis vraiment intégré dans la sculpture contemporaine. L'inspiration, je pense qu'elle circule partout tant qu'il y a la vie, tant qu'il y a des actions qui sont posées, tant qu'il y a de l'actualité, je pense qu'on s'inspire de tout. Je m'inspire de tout ce qui se passe à côté de moi. Je m'inspire de ce qui se passe loin. Parce que ce qui se passe loin, c'est en partie ce qui se passe proche de soi. Donc pour moi, l'inspiration, ça vient de l'actualité. Surtout qu'aujourd'hui, on parle d'art contemporain. Je pense que c'est beaucoup plus intéressant de s'inspirer de la réalité de l'instant, de la réalité du quotidien, de tout ce qu'on vit. Et moi, en fait, ma particularité, c'est que parlant d'art contemporain, je trouve que je ne peux pas aller sur le terrain contemporain sans des bagages traditionnels, sans ma culture. Donc c'est pour cela, même si dans le contemporain, il y a mon identité qui s'exprime à travers les apports de ma culture, qui se retrouvent dans mes œuvres. Depuis que j'ai commencé, ce qui m'a vraiment marqué, c'est la période que j'ai réalisé que je ne me perdais pas et que je ne perds pas également mon temps en disant que je suis artiste. Je dis ça parce qu'il y a une période où Sébastien Bocoq, j'avais du mal à me regarder en face parce que j'ai comme impression que tout s'écroule autour de moi vu que j'ai emprunté un chemin que j'ai décidé et qui est le chemin de l'art. Ce chemin faisait tout pour me décourager et ça a été une lutte terrible jusqu'à ce que mes proches commencent par me dire tu vas pas laisser là pour aller faire autre chose. Je me souviens très bien. C'est des moments très durs que j'ai traversés et ce qui m'a marqué positivement, c'est ma sélection pour aller faire le premier symposium international de sculpture sur bois de Libreville. C'était ça parce que c'était mon premier voyage à l'international et des conditions de vie là-bas m'ont fait couler des larmes de joie. Et je pense que c'est des moments très forts de ma vie que j'ai passés, que je ne peux pas oublier. Et vu que ce chemin voulait me décourager et à un moment donné, il y a eu ce plaisir, cet instant de bonheur que j'ai partagé avec 15 autres artistes internationaux venus du monde entier, ça a été un moment très fort. Ce qui m'a marqué négativement, je ne sais pas si j'ai eu de négatif, je pense que j'ai eu des expériences. J'ai vécu des moments qui m'ont permis de comprendre autrement les choses. Et je ne vais pas dire que c'est du négatif,
Mais c'est des choses qui ont contribué à ma maturité. Et je pense que ça va continuer tant que je vis. Et je suis quand même prêt, bon, je peux le dire comme ça, mais je suis quand même prêt à affronter toutes sortes de difficultés. Vu que ça m'apporte toujours plus de force, toujours plus d'expérience, toujours plus d'engagement et de détermination. Donc je ne sais pas quel genre de difficulté pourra m'abattre maintenant. Je pense juste que j'irai là où je veux y aller. La sculpture sur bois, c'est un travail physique. Et quand c'est physique, généralement, il faut commencer très tôt le matin. Donc quand je commence le matin, c'est quand je n'ai plus d'idées, quand je suis fatigué que je m'arrête. Il doit nécessairement avoir des moments de pause. Des moments où la pause même s'impose. Moi, il y a des moments où j'ai pas envie de travailler. Je tourne en rond comme un grand paresseux. Ça peut durer 2 semaines. Donc, il y a des moments de pause. Je dirais même que c'est à ces moments-là que moi, je dis que je suis en pause. Des moments où je fais des travaux intellectuels et que après, je commence pas à taper dans le bois. Il y a quelques années, j'avais fait une série de travaux que j'appelais le monde au féminin. Je trouve que l'humanité est comme un bébé qui va naître, apprendre à s'asseoir, marcher à 4 pattes et marcher finalement à 2 pieds et qui enfin peut-être avant de mourir à 80 ou 70 pourra acquérir peut-être la sagesse. Je pense que ce processus d'évolution de l'homme est exactement celui de l'humanité. Je pense que l'humanité est en train de grandir et l'humanité va commettre des erreurs jusqu'à ce qu'un jour, peut-être, l'humanité va atteindre la sagesse que Dieu même désire. Ici, c'est une performance que j'ai présentée à l'Institut français, une performance que j'appelle Gampo Bléblé. Gampo Bléblé, la conception, vous allez voir tous les anciens grandes puissances mondiales, les États-Unis, et l'Angleterre et l'Égypte. Donc vous allez voir que dans la présentation, j'ai mis les États-Unis, l'Égypte et l'Angleterre dans une cage que j'ai posée sur une pousse-pousse. Et que moi, je me suis peint en chinois, je dirais. Je me suis peint à la couleur du drapeau de la Chine pour dire que, quelle que soit ta puissance aujourd'hui, envisage que demain tu seras le plus faible de tous. Et il faut l'accepter. Ça s'accepte. Mais il faut être mature dans sa tête pour l'accepter. Parce qu'il y a des gens qui ont des opportunités aujourd'hui et qui croient que ça va durer éternellement. Ça ne dure jamais éternellement. Ça peut te laisser à des moments donnés. Et il faut avoir la sagesse d'accepter que les choses nous laissent. Et de toutes les façons, quand vous refusez de laisser les choses, c'est les choses qui vous abandonnent à un moment donné. Donc c'est à peu près ça dans cette philosophie-là que j'ai réalisé cette performance. C'était un institut français. J'ai eu l'idée de réaliser une série de béquilles dont la démarche à la base, c'était d'arriver à réaliser des béquilles utilitaires pour que la splendeur de ces béquilles détourne le regard de l'handicap vers la béquille que la personne aura en main. Donc c'est là que j'ai commencé par travailler avec les handicapés. Je leur posais la question de savoir si tu aurais voulu que je te fasse une béquille, quel genre de béquille tu veux. Et un jour, il y a l'un de ces handicapés qui me disait Sébastien, réalise-moi une béquille qui a une forme de femme. Parce que ma femme, ce qu'elle fait pour moi, c'est énorme. Et là, je me suis dit, la question de vouloir faire quelque chose d'utilitaire et tout, c'est pas seulement, les béquilles ne sont pas seulement quelque chose d'utilitaire qu'on peut, mais c'est aussi sociologique à un moment donné. Parce qu'il y a ce besoin de toutes ces personnes qui nous entourent, toutes ces personnes qui nous apportent des choses, toutes ces personnes qui nous soutiennent à des moments donnés, représentent quelque part des béquilles pour nous. Alors là, à partir de là, mes béquilles ont pris une autre forme. Une autre forme, j'en ai réalisé pas mal, de 2, de 4, de 5 mètres, jusqu'à ce que je suis arrivé à ça. Et ça aussi, c'est mes béquilles. Et à la base, c'était pas ça. Mais à un moment donné, ça c'est arrivé à ce niveau. Celle-ci, je l'appelle la maîtresse. La maîtresse, c'est d'abord un souvenir et en même temps ce que je vois autour. La maîtresse, ça peut se présenter sur plusieurs formes. Vous voyez, ça aurait été un autre artiste, il peut faire une femme en train d'écrire, une femme qui peut être en train
d'apprendre à lire aux élèves sur un tableau, ça peut être ça. Mais moi, j'ai choisi de faire ma maîtresse de cette façon-là. C'est une guélédé et les guélédés, c'est ce qui est sur la tête qui définit le titre du guélédé. Vous voyez, donc là, vous allez voir des stylos autour, des stylos sur sa tête. Des stylos sur sa tête, c'est banal. Aujourd'hui, à Cotonou, quand vous voulez acheter un stylo et que vous allez dans les feux tricolores, vous allez juste voir des Nigériens qui ont des trucs, des béquilles et des bics installés de cette façon-là. Vous voyez, des bics qui sont mises verticalement comme ça sur une planche ou je ne sais pas quoi et que ça se vend comme ça. Je peux l'appeler vendeuse de bics, de stylos, mais là, c'est une maîtresse. Vous voyez, je peux faire une série de ça. Et quand vous observez ma démarche, c'est banal en fait. Je peux vouloir dire quelque chose et attirer autre chose du quotidien, de la société rapidement et placer pour que ça donne ce que je veux faire. Donc ça, déjà, en fait, c'est une série de guélédés que j'ai réalisée sur des métiers de femmes. Vous voyez, donc vous allez voir, c'est toute une série. Il y a ça qui est la maîtresse, celui-ci qui est la coiffeuse. Et au fond, là-bas, vous avez la couturière avec sa machine sur la tête. Et quand on rentre dans mon showroom là-bas, il y a, comment on appelle, il y a la mécanicienne avec beaucoup de, beaucoup de clés sur la tête, des clés que j'ai pris pour réaliser plein de choses avec, et c'est sur sa tête en fait. Donc c'est une série de travailleuses traditionnelles, de métiers traditionnels que j'ai réalisé. Donc c'est à peu près ça comme ça que ça se présente. La ménagère, c'est elle qui s'occupe du mari, c'est elle qui s'occupe du manger, c'est elle qui est enceinte, c'est elle qui est au centre de tout en fait. Il y a des milliers de choses qu'on peut faire dans notre culture, des milliers de choses qui peuvent nous inspirer pour que nous réalisons des œuvres d'art avec. Mais bizarrement, je trouve que nous n'avons pas trop notre attention sur ça. On banalise en fait, on ne se rend pas compte et c'est dommage. C'est vraiment dommage parce que les autres pays, quand vous allez en Chine, on va vous traîner dans plein de maisons par-ci, par-là. C'est tel roi qui avait habité ici, telle personne qui était là, tel empereur. Tu seras fatigué de visiter des coins touristiques. Fatigué. Mais qu'est-ce qu'on voit de spécial dans ces endroits-là et que nous n'avons pas au Bénin? Au Bénin, nous avons plein de choses. Le Legba qui est là, qui doit être érigé à 4 mètres d'euros, à 5, 8 mètres d'euros. Un truc terrible qui prouve que ça, là, c'est la réalité d'ici. Mais regarde dans cette ville. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est dommage. Nous avons plein de choses. Et des artistes qui peuvent réaliser des monuments pour que la ville soit riche en matière de présence culturelle. Moi, aujourd'hui, je vis pleinement de mon art. Je vis de mon art. Et comme je le dis, ça dépend de là où chacun place la barre. Parce que quand tu dis « je vis de mon art », il y en a qui vivent de 50 000 francs le mois, d'autres vivent de 100 000 et d'autres à des millions. Chacun doit être conscient de ce qu'il gagne, de ce qu'il produit. Le premier prix que j'ai gagné, c'était ici au Bénin. Une compétition de sculpture sur bois qui a été organisée à Ouida en 2012 par la structure thaïlandaise qui s'appelle International Wood Culture Society. Ils organisent les événements World Wood Day. Chaque mois de mars de toutes les années, ils organisent des événements de sculpture sur bois. Et c'est en 2012 qu'ils sont arrivés ici organiser une compétition de sculpture. Et j'ai eu la chance d'être le premier à l'époque. Et cette distinction m'a permis d'aller dans plusieurs autres pays. Ça m'a permis d'aller en Tanzanie où j'ai été décroché aussi le prix Strongest Content. C'était à Dar es Salaam en 2013, je pense, en 2013. Et mis à part ça, j'ai eu pas mal de prix à Cotonou, le prix Conseil de la Tente pendant un événement qui a été organisé par Philippe Abaï. Et à part ça, j'ai pas mal de prix, le Festival international des arts et de la culture
ici au Bénin, tout ça. Bon, j'ai eu pas mal, près d'une dizaine de distinctions. Et à part ça, j'ai exposé ici au Bénin, en Tanzanie, à Libreville et en Chine également. J'ai eu à faire une exposition là-bas. Et également en Tanzanie et en Suisse. Donc, j'ai fait pas mal de choses pour l'instant. Ce n'est pas encore grande chose. J'envisage de faire beaucoup d'autres choses pour que ma carrière artistique soit riche et que ça soit une belle histoire à raconter aux plus jeunes. Je dirais tout simplement à tous ces jeunes cadres, à tous ces jeunes riches, béninois ou africains, qui ne dépensent que leurs sous dans des belles voitures, dans des belles maisons. Je leur dirais tout simplement qu'ils se trompent. Les belles voitures se gâtent très tôt. Mais quand vous achetez une œuvre d'art, vous allez voir des jeunes aujourd'hui qui ont des moyens, qui ont la possibilité de s'acheter des voitures et tout, mais qui n'ont même pas une seule œuvre d'art réalisée par un Africain chez eux. Ça, c'est dommage. Ça, c'est nul en fait. Prenez conscience que aujourd'hui, pour parler de la connaissance africaine, pour parler de quelqu'un qui a été à l'école, quelqu'un qui connaît, il faut également parler de ceux qui arrivent à acheter des œuvres d'art. Nous sommes des créateurs et nous avons du potentiel. Si vous n'arrivez pas à acheter une œuvre de Sébastien Boko et que vous mettez du chinois dans vos salons, c'est nul. Apprenez à acheter des œuvres d'art parce que ça prend de la valeur chaque jour. Ça prend de la valeur. Ça devient plus cher chaque jour que Dieu fait. Alors, vous avez intérêt. Faites l'effort de commencer par consommer du local. Il y a des belles meubles qui se font ici au Bénin. Mais vous ne savez pas parce que peut-être vous ne voulez pas savoir. Il est temps qu'on commence par faire confiance à des jeunes comme nous qui essaient de faire avancer certaines choses, à des jeunes comme nous qui travaillons dans l'ombre et que je pense que vous qui êtes riches, vous avez le devoir de venir vers nous à un moment donné parce que quand nous allons dans les autres pays, on nous prend comme des rois. Alors vous, qu'est-ce que vous faites là? Bon, essayez de consommer de l'art. D'abord, ça encourage l'artiste qui travaille, qui réfléchit et également, c'est du patrimoine que vous essayez d'accumuler quand vous achetez des œuvres d'art. Merci.